Est-ce qu'il faut une identité? Je sais pas. En tout cas, je pense que ce qu'on a un petit peu quand même euh, pu observer et un peu élaboré en termes de théorie dans notre travail sur la question du Grand Paris il y a quelques années, c'est que la métropole, on nous posait la question de la métropole du XXIe siècle, avec un sous-entendu qui était c'est quoi une métropole durable? Parce que c'est vrai que la métropole, c'est un objet énorme, c'est des flux, effectivement, c'est beaucoup de monde qui vivent ensemble, c'est une densité, donc pour certains, la métropole apparaît comme quelque chose d'un peu effrayant et surtout de pas très écologique et de pas très durable. On nous posait la question sous cet angle avec sous-entendu un petit peu la réponse que la métropole, c'est aussi l'échelle à laquelle on peut traiter ces problèmes d'une manière pertinente. Donc je dirais que le passage peut-être de la ville, hein, de ce qu'on peut appeler une ville ou une grande ville à une métropole, c'est tout d'un coup ce changement d'échelle quand c'est pas une question d'absorber ou de dissoudre, mais quand tout d'un coup un territoire plus grand qu'une ville commence à fonctionner ensemble et à former une sorte d'écosystème dans un sens très large, une sorte d'écologie, de tisser des relations entre des territoires sur une aire beaucoup plus grande que une ville. Donc je dirais ça. Après, la question de l'identité, évidemment, elle se pose un petit peu tout de suite derrière, parce que la métropole est quand même bon, après la métropole, il y en a plein des métropoles, et elles ne sont pas toutes construites pareilles. Mais en gros, il y a des villes, par exemple, qui ont grandi avec une tâche énorme, hein, comme Moscou, par exemple, qui a grandi dans son rond. C'est un rond, Moscou, en fait, qui est hyper centralisé. Il y a des villes plutôt comme Londres qui sont beaucoup plus multipolaires et qui fonctionnent plus comme des réseaux, un système de réseau. C'est pas du tout les mêmes configurations, on le voit bien, et l'identité, elle se joue pas du tout de la même manière. Donc, je pense que l'identité, elle tient quand même beaucoup à l'histoire, que l'histoire, on l'efface pas comme ça, et on décrète pas forcément l'identité. Euh, et je pense qu'une métropole, en réalité, son avantage, c'est que, enfin pour moi en tout cas, ça renoue peut-être un peu avec des choses qui ont été dites tout à l'heure à la fin de la conversation précédente, mais elle n'a pas une identité. Enfin, moi, une métropole qui a une identité, elle m'intéresse que moyennement. J'ai pas envie d'y vivre. Son identité va me peser. C'est pour ça que l'intérêt de la métropole, je trouve, c'est qu'elle a plusieurs identités et qu'on peut la lire de plein de manières. Et donc, comment elle arrive à combiner toutes ces identités finalement. On peut être plusieurs personnes à la fois, on peut avoir soi-même plusieurs identités dans une métropole, et c'est ça que je trouve intéressant dans cette notion de métropolisation, entre autres. Alors, je vous voyais prendre pas mal de notes tout à l'heure, puis réagir un peu à ce qui était dit. Qu'est-ce que vous pensez ou comment vous vous positionnez par rapport à ces questions? Alors, on a évoqué l'espace public, on a évoqué les limites, la maîtrise de l'étalement urbain. Est-ce que ce qui fait métropole par rapport à ce qui faisait historiquement ville, c'est une capacité, en quelque sorte, à absorber et à gérer toutes ces situations contradictoires, etc. Ou au contraire, c'est un ensemble plus, je dirais, plus flasque ou plus mou, qui vise simplement à fédérer un certain nombre de territoires. Il peut y avoir des acceptions assez différentes sur ce plan. Euh, On parlait tout à l'heure de l'espace public. Je vais pas répondre directement. Je vais essayer de répondre peut-être pas en prenant la montagne un peu de biais, quoi. Sur cette question, on parlait tout à l'heure de l'espace public. C'est vrai que bon, dans une ville, l'espace public, on sait ce que c'est. C'est la place de l'église ou la place du marché ou quelque chose comme ça, qui est assez reconnaissable, qui a une forme, qui sont différentes à chaque fois dans les différentes villes, mais enfin, quand on y arrive, on y reconnaît, on la reconnaît, elle est là, cette place, et c'est le centre. Et c'est l'espace public un peu identitaire, peut-être, d'une ville, ou la place d'Armes, si c'est une ville militaire, ou des choses comme ça. Dans la métropole, qu'est-ce que c'est l'espace public, finalement? C'est quoi ce bien commun, un petit peu, qui véhicule une identité? On a réfléchi à ça, notamment, je vais encore citer nos travaux sur Grand Paris, où on a travaillé aussi sur un projet d'extension de Moscou, qui était un grand projet de la ville de Moscou, qui a fait une grande consultation internationale aussi pour planifier une forme d'extension de la ville de Moscou. Pas une petite extension, hein, c'est-à-dire qu'ils annexaient dans la région
autour de Moscou, l'équivalent de la ville de Moscou actuelle, qui est déjà totalement énorme. Mais là, la métropole, elle se lisait d'une manière un peu administrative, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un coup de crayon entre des ministres qui avaient décidé on va étendre Moscou comme ça. Mais c'était la limite administrative de la ville. Nous, ce qu'on a montré dans notre travail sur Moscou, on nous demandait finalement c'est quoi la limite du Grand Moscou. Mais travailler sur la limite d'une métropole précisément, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est impossible. C'est pas un objet avec une forme. On peut pas dessiner la forme. Et elle a plein de formes. Il y a la métropole du travail, par exemple, qui est où sont les lieux de travail et comment les gens bougent de chez eux vers les lieux de travail. À Moscou, il y avait la métropole des dachas aussi. Tous les moscovites ont, à l'extérieur de la ville, traditionnellement, enfin tous, une grande partie, c'est pas seulement les riches, une dacha, c'est-à-dire une cabane ou une petite maison dans la campagne où ils vont. Il y a la ville d'été et la ville d'hiver. Et la ville d'hiver, évidemment, les gens se replient parce qu'il fait moins 30, donc dans la ville, et donc du coup dans des espaces publics plus intériorisés à l'intérieur. Et puis l'été, ils sortent dans la ville d'été, ils sortent dans la rue, ils investissent les terrasses de café et ils vont dans leur dacha. Donc tout d'un coup, la ville prend une autre dimension. L'hiver, elle est comme ça, l'été, elle est comme ça. Et bref, on peut comme ça, en regardant différents thèmes, on avait fait un dessin où il y avait enfin pas un millier, mais une dizaine de périmètres ou une trentaine de périmètres qui se superposaient, qui montraient qu'en fait, elle est effectivement un peu flasque, la métropole. Parce qu'elle est, je dirais pas flasque parce que ça a une connotation négative, mais je dirais qu'elle est élastique. Voilà. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et finalement, à la fin, on a dit, bon ben voilà, on va faire un carré un peu moyen, et puis on a dessiné une métropole carrée pour Moscou, avec le rond pas tout à fait au milieu, un peu décalé, mais bon, voilà. Donc il y a un côté un peu abstrait dans l'idée de la limite et de la forme. Après, l'espace public, dans la métropole, c'est pas ça, c'est plus un espace, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être la géographie, la topographie, les fleuves, les forêts, ces choses-là qui sont le bien commun un petit peu dans cette échelle-là. Chaque ville ou chaque partie de cette métropole, elle va avoir ses propres espaces publics ou son propre espace public. Je préfère parler de l'espace public plutôt que des espaces publics. Ça peut être aussi le réseau de transport, son espace public. Parce que la métropole, elle n'existe qu'à partir du moment où on arrive à avoir un réseau de transport qui l'intègre, qui la fait tenir ensemble, en fait. À partir du moment où elle n'a pas vraiment de limite, on vient de l'évoquer, il faut effectivement des éléments qui fédèrent. Donc, on sait bien que, par exemple, toute cette idée du Grand Paris reposait sur la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires, du Grand 8, etc. Est-ce que ça n'est pas, d'une certaine façon, un peu artificiel? C'est-à-dire, comme il faut effectivement trouver des éléments qui font tenir l'ensemble, on va foncer sur peut-être des infrastructures, des projets lourds, etc. Alors qu'il y a peut-être d'autres espaces métropolitains à occuper, non? Ouais, mais il y a des gens qui galèrent tous les jours dans le RER grave. Donc, en gros, en gros, il y a quand même des choses qui sont pas, non, c'est pas tout à fait artificiel. Je pense que vous avez dans votre introduction dit qu'on travaillait sur aussi cette idée du déjà là. Pour Grand Paris ou pour la métropole du 21e siècle, on a dit assez vite dans ce qu'on écrivait, ce qu'on racontait, que c'était pas la peine d'aller dessiner une sorte de modèle utopique ou quelque chose de nouveau qui serait parfait, qui serait écologique, etc. Mais que cette métropole du 21e siècle, on y vit, elle est là déjà, quoi. Et que le grand changement par rapport peut-être effectivement tout à l'heure on évoquait la question des villes nouvelles, mais il y a 50 ans ou dans les années 60, 70, on était dans un urbanisme quand même d'extension, c'est-à-dire qu'on mangeait du territoire pour développer la ville, on créait des villes nouvelles, etc. Et aujourd'hui, mondialement, on va être beaucoup plus dans des questions de comment on transforme ce qui existe plutôt que comment on l'étend. Donc en fait, en gros, ça change complètement la manière d'agir sur la ville. Et cette question du déjà là, c'est un mot qui est devenu un peu effectivement à la mode, mais c'est quand même une vraie question. C'est-à-dire que travailler en se disant voilà, j'ai un champ de pommes de terre et qu'est-ce que je vais faire dessus qui sera très beau, très bien, très confortable, etc. C'est pas la même chose que se dire voilà, j'ai un morceau de ville.
qui est en général mal foutu, où il y a des embouteillages, où il y a des tas de trucs qui marchent pas, plein de contradictions, et je dois le transformer pour en faire autre chose de plus intense, plus confortable, plus agréable, plus écologique, etc. C'est pas du tout la même manière de travailler. Je pense que ça, c'est un peu le défi qui s'ouvre aujourd'hui, et du coup, voilà, cette question de grand geste du métro du Grand Paris, je pense que c'est une réponse quand même à une vraie question qui se pose. Si la métropole parisienne veut un peu se constituer sur elle-même, il lui faut ce plan de transport, parce que la réalité des gens, c'est qu'aujourd'hui, ils vont d'un point A à un point B ils sont obligés de passer, parce que le réseau de transport est fait de telle sorte qu'on est obligé de passer par le centre. Par exemple, tout à l'heure, je venais de Pardieu, la gare à ici, je suis obligé de changer à Charpennes, quoi. Enfin, il y a un côté un peu, c'est le centre d'une ville, enfin voilà, de 144 000 habitants, si j'ai bien retenu, et tout d'un coup, on doit changer de métro. Donc, pourquoi il n'y a pas à un moment une liaison directe? En fait, le métro du Grand Paris, ce qu'il fait, c'est qu'il adapte le réseau de transport à la manière dont les gens aujourd'hui travaillent, vivent, bougent dans cette métropole, en reliant les périphéries aux périphéries. Alors, vous avez raison, ça repose quand même aussi la question du centre. Du coup, quelle est sa fonction? J'entends bien la question des réseaux en étoile qui pose effectivement une série de problèmes. Dans ce dispositif élargi, changement d'échelle, etc., des infrastructures qui soient adaptées, comment vous reposez la question du coup du centre? Alors là, c'est un gros déjà là, c'est un déjà là, même parfois un peu encombrant, en s'appuyant peut-être sur le cas de la Pardieu, qui est une sorte de deuxième centre, ou en tout cas qui est intégré au centre aujourd'hui, à l'hypercentre de l'agglomération. Comment vous avez posé les choses? Est-ce que ça influe votre regard sur la manière de traiter, alors on a parlé des espaces publics, mais aussi tous ces flux dont parlait Madame tout à l'heure. Est-ce que, en définitive, vous considérez que ce qui était à l'origine, ce projet de centre directionnel, a encore un sens, voilà, y compris dans un cadre métropolitain? Voilà, peut-être quelques questions groupées sur ce dossier. Est-ce que la Pardieu est un deuxième centre? Je crois pas. Enfin, il y a des centres. La Pardieu, c'est sans doute le centre de quelque chose. En tout cas, c'est le centre de ce qu'il y a autour. Enfin, tout est le centre de quelque chose, mais tout est aussi la périphérie d'autre chose. En gros, il nous semble que la Pardieu, c'est un quartier qui s'inscrit dans la dynamique vraiment, effectivement, oui, métropolitaine à l'échelle de toute l'agglomération ici, et que je pense que c'est toujours difficile de penser les choses en termes de concurrence. C'est-à-dire, c'est pas parce que le quartier de la Pardieu se développe que, par exemple, le centre de Lyon ou les gratte-ciel à Villeurbanne vont y perdre quelque chose. Au contraire, je pense que l'intérêt du projet Pardieu, ça va être plutôt de créer une sorte d'élément qui va aussi qui permet déjà, parce que tout le monde transite par là. En gros, c'est un centre aussi parce que tout le monde y passe à la Pardieu. Le réseau a été fait comme ça, et aujourd'hui, je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens dans leur journée passent par là, échangent là, ou vont faire quelque chose dans ce quartier dans leur semaine. Donc ça a déjà ce rôle-là d'affluence. Et en même temps, ça peut être un point d'articulation entre différents éléments autour. Une chose quand même qui est extrêmement déclencheuse, en dehors de la question centre décisionnel à la Pardieu, c'est quand même son rôle de hub, son rôle de transport avec la gare. Et ce qui coupe aujourd'hui beaucoup quand même l'Est et l'Ouest, entre Lyon et la partie plus Est et Villeurbanne, c'est quand même ces rails, le faisceau ferré. En même temps, le faisceau ferré, on est bien content de l'avoir parce que ça nous permet de prendre le train. Mais en gros, le projet Pardieu, il cherche aussi, dans la manière dont nous, on essaie de le concevoir, il cherche aussi à redonner une façade, alors, pas une façade, mais enfin, à déployer un petit peu ce quartier et ces espaces publics vers l'Est, de manière à ce que ça devienne un lien. La gare, par exemple, c'est un endroit assez fondamental là-dedans, et donc le projet pour la gare, on n'en est pas en charge, c'est la SNCF et l'agence AREP qui sont en charge des gares en France, mais ils travaillent sur justement comment on dégage un peu le hall central, comment on crée un autre hall dans la rue qui est un petit peu plus au sud, et comment la gare joue aussi un rôle de
le lien entre l'Est et l'Ouest. Donc je pense que cette idée de centre, on peut la penser aussi comme quelque chose qui a un lien en fait entre des choses qui sont autour. Vous parliez de hub là, à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas un loupé de ce point de vue-là par rapport à ce qui était prévu à l'aéroport, en l'occurrence Saint-Exupéry, où il y a bien effectivement une gare assez fastueuse, mais où il passe qu'une poignée de trains. Et effectivement, on aurait peut-être eu la possibilité de travailler alors là à une échelle métropolitaine, plus il y a maintenant un réseau de tramways qui y conduit, qui permettent de dégager pour partie la pression qui est sur la Part-Dieu, que vous évoquez à juste titre, hein, puisqu'on est sur un nombre de faisceaux, sur un faisceau plutôt qui a ses limites. Est-ce que là, on était trop en anticipation de ce que sera peut-être la métropole dans 30 ans, ou est-ce que c'était stratégiquement bien pensé ? J'en sais rien. Je peux pas dire à l'époque quelles ont été les raisons pour développer la gare à Satolas et ce genre de choses. Moi, je sais que ce qu'on m'a demandé, c'est de travailler sur le quartier de la Part-Dieu. Si on me demande de travailler sur Satolas, j'y réfléchirai, mais je pense quand même que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, à mon avis, les deux sont sans doute, en tout cas à terme, complémentaires, obligatoirement. C'est-à-dire que Satolas, ça peut être utilisé pour certains déplacements, etc. Mais bon, la Part-Dieu, c'est quand même vraiment le barycentre d'un ensemble de gens qui y habitent et qui vont plus naturellement peut-être aller prendre leur train là, et aussi de gens qui entrent et qui n'ont pas forcément grand-chose à faire finalement à Satolas. Mais bon, moi je sais pas. Après, ça c'est des questions de planification, je pense un peu dans un temps long. Mais à mon avis, honnêtement, les deux sont plutôt complémentaires. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait un gros loupé, quoi. Enfin, je dirais pas. Ce qui est un peu loupé, c'est qu'on n'ait pas mis assez d'argent à l'origine dans la gare de la Part-Dieu pour la faire à la vraie taille, parce qu'elle était prévue pour 30 000 voyageurs, et que aujourd'hui il y en a 4 fois plus qui l'empruntent, et que demain il y en aura encore 2 fois plus qu'aujourd'hui. Donc en gros, le loupé il est un petit peu là. Parce que l'État a beaucoup hésité à l'époque à mettre une gare, pas mettre de gare. Enfin bref, c'est un débat. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte d'évidence là-dedans, de la même manière qu'il y a Perrache et il y a Part-Dieu, et que les deux sont aussi tout à fait complémentaires. Alors, si vous le voulez bien, on reviendra avec les questions du public sur ces différents aspects. Je vais peut-être demander à Jean Pétot de réagir sur les aspects qui viennent d'être évoqués. Je voulais aussi peut-être vous faire un petit extrait de l'ouvrage que je mentionnais tout à l'heure qui m'a un peu interpellé. Vous dites: la métropole ne saurait être une figure figée et close, c'est dans l'au-delà de la métropole. Alors dès qu'on est dans l'au-delà, on se demande si c'est pas la mort. Mais enfin bon, je reviens à votre texte. C'est dans l'au-delà de la métropole qu'il faudra sans doute penser le futur. Alors j'ai besoin d'une petite explication de texte parce que j'entends bien la métropole de François de Coster, connecté directement aux usages, aux besoins, à des éléments. L'au-delà de la métropole, qu'est-ce que ça peut être, par exemple ? D'abord, ça fait référence à un concept qui a été développé par François Hacher sur la notion de métapole. Moi, j'étais intéressé d'ailleurs pour parler de métamétropole, mais qui était finalement, au sens étymologique, méta, le préfixe, c'est l'au-delà. C'est pas du tout l'au-delà transcendantal, enfin, ça peut être aussi l'au-delà métaphysicien, mais ce méta signifie en fait que, pour parler vraiment d'au-delà de la métropole, c'est finalement tout ce qui constitue les pleins et les déliés, en fait, et ça a été évoqué aussi depuis hier d'ailleurs. Si on raisonne simplement comme la métropole, on l'a bien vu sur tout le débat d'un centre fort versus limite fluide, ou d'un centre indéfini avec ce que vous avez très bien précisé aussi par rapport à Moscou. On se rend compte que on a une difficulté à penser la totalité finalement. Or, aujourd'hui, la métropole n'est pas simplement quelque chose qui peut être conçu ou envisagé comme la totalité. Il se passe des choses ailleurs, au-delà de ça, forcément. Voilà. Et on s'en rend compte parce que de plus en plus, alors c'est peut-être aussi les exemples que j'ai pu prendre, ou en tous les cas le travail que j'ai pu faire sur Bordeaux, pour
pour situer le contexte, à Bordeaux, alors déjà là pour le coup extrêmement différent de ce qu'on connaît sur l'agglomération lyonnaise. La communauté urbaine de Bordeaux, c'est 28 communes, 750 000 habitants et une ville-centre qui fait 230 000. Donc on est à une échelle qui n'a rien à voir évidemment avec la métropole lyonnaise. Pour des raisons qui tiennent à la fois de la concurrence politique, mais aussi d'un projet plutôt consensuel d'ailleurs. Il y a 4 ou 5 ans a été lancée toute une réflexion sur le projet métropolitain bordelais. Vous travaillez avec Jamel Clouche, il a été commissaire général, je crois, d'Agora il y a 2 ans, c'est ça, hein, donc vous connaissez certainement bien, pour en avoir parlé avec lui, le contexte. Donc, d'une certaine façon, des politiques se sont mis autour de la table et ont posé le problème de comment faire métropole. Et ça donnait lieu à toute une série de débats, d'échanges, de productions, beaucoup de textes, énormément. Et au bout du compte, on se dit, mais finalement, le projet avait d'ailleurs, c'était résumé, c'était Bordeaux 2030, hein, et avec un jeu de mots, qui était Bordeaux 2030, la métropole 3.0. Moi, je me suis dit, mais toute cette production, à la fois scientifique, experte, savante, ce logos, discours raisonné, discours qui donne de la raison, comment rentre-t-il en tension avec ce qu'on dit depuis toujours des villes, de l'espace urbain, des métropoles, et dans ce qu'on appelle, en analyse du discours, le mythos d'Idonaï. Comment le logos rentre en tension avec le mythos? Comment le discours logico-rationnel rentre en tension avec le mythe? Le mythe de la ville, le mythe du projet urbain, etc. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé à Bordeaux a été un terrain presque de visualisation, j'allais dire, pour moi, hein, dans une posture de chercheur. Alors, je suis absolument pas urbaniste, pas architecte, je n'ai pas de compétences du tout, et je suis très modeste par rapport à tous ces analyses. Écoute très bien quand même. Et je me disais, mais comment est-ce que un politologue peut lire cela? Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre en tension ces deux discours. Et puis après, à partir de là, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait 2 ambitions qui se coagulaient en quelque sorte. Ces 2 ambitions, c'était à la fois une ambition pratique, une praxis avec une finalité, hein, qui se veut attestée, hein, qui a une ambition finalisée, hein, au sens étymologique de praxis, et une poiesis. Et la poésie, c'est celle de, finalement, il y a une ambition poétique qui n'est pas, elle, finalisée, c'est celle de l'artiste. Donc il n'y a pas de fin. Et donc la coagulation entre la praxis, la poésie d'un côté, et puis le discours mythique et le discours logique était tout à fait intéressante à croiser pour essayer de décrypter ce projet de métropole 2030. Il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans votre texte, dans votre article, c'est quand vous dites on retiendra qu'une grande ville peut se transformer en métropole ou en métapole si, comme le dirait Paul Ricoeur, elle sait conjuguer le temps et le récit. Alors cette idée de récit me semble assez intéressante. On voit bien qu'il y a un récit bordelais, pour avoir un petit peu participé aussi à cette aventure, je le vois bien, récit auquel tout le monde n'adhère pas. Hein, vous savez, tout le débat sur la ville millionnaire, ce que nos amis suisses, je pensais plutôt à Paolo Amaldi, a appelé le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire on ne veut pas trop grandir, etc. Est-ce que ce récit vraiment partagé peut suffire à, du coup, faire métropole? Ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup ici à Lyon, où on est un peu en panne de récit. Je voudrais rebondir sur le syndrome de Peter Pan parce que je me suis permis d'ouvrir mon article, ma contribution, à partir d'une citation de Lacan que je résiste pas à vous proposer. Dans une conférence d'ailleurs qu'il avait prononcée à Bordeaux, Lacan a commencé son intervention après une mise en scène à la Lacan en disant
le premier problème auquel a été confronté Rome a été le problème de l'évacuation de la merde. Hein. J'ai lu ça, oui. Et vous comprenez bien chez Lacan tout ce que ça signifie. Hein. Parce que on parlait de flux tout à l'heure, on est exactement dans cette problématique-là. Donc, pour faire une réflexion dans la psychanalyse du syndrome de Peter Pan, je ne veux pas grandir, et la réflexion de Lacan, parce que le problème de Lacan, il pose une question essentielle quand on est en politique chargé de la police, P-O-L-I-S. C'est qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on évacue, qu'est-ce qu'on exclut, qu'est-ce qu'on maintient. J'étais très content de voir dans l'exposition sur la passerelle hier. Je vous dis tout de suite, j'avais entendu parler des gratte-ciels, mais j'étais jamais venu. Je connaissais pas visuellement. Et peut-être que vous, comme vous le voyez souvent, vous l'avez peut-être pas retenu, mais dans un des panneaux de présentation, il est fait référence aux très peu de kilomètres linéaires d'égouts qui existaient avant le projet de Lazare-Goujon. Et le projet de Lazare-Goujon, il se situe dans ce travail des hygiénistes, hein, et des maires, médecins, hygiénistes. Ça a été très bien évoqué hier soir par Madame Clémenceau, etc. Et donc, vous voyez bien que là, on est au cœur du problème. Qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on jette finalement en dehors d'un programme urbain, même si c'est quelque chose d'assez limité. Et donc, vous voyez, de fait, sur le projet métropolitain bordelais, la question qui se pose, c'est comment effectivement augmenter la population pour que Bordeaux, l'agglomération bordelaise, devienne une métropole. Alors, est-ce que c'est la variable démographique qui va faire la différence ? Alors, on donne dans le projet, dans la littérature qui a été produite, des arguments rationnels. Barcelone 4,6 millions, Lyon 1,4 million, Milan 1,3 million, et puis Toulouse, parce que c'est quand même je vais pas continuer la métaphore, à la fois un peu psychanalytique, mais on est quand même dans le rapport au désir mimétique, hein, entre Bordeaux et Toulouse. Toulouse est un peu plus, quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait au moins dépasser Toulouse par le poids démographique? Sauf que quand vous interrogez les 28 maires de l'agglomération bordelaise, ils refilent tous la patate chaude aux voisins pour monter en population. On en parlait. Donc à ce moment-là, c'est oui, mais bon, regardez, chez Machine ou chez Machin, il y a de l'espace, donc autant construire là. Et puis construire pour qui et pourquoi. Et une fois de plus, pourquoi? C'est pour la métropole, mais pour qui? Donc vous reposez le problème de l'exclusion. Et on voit bien ce qui se passe au-delà justement de la métropole. C'est cette sorte c'est pas là où sont les déchets, mais fondamentalement vous avez une externalisation de la contrainte sociale. Et une volonté finalement de repousser plus loin, dans des formes compliquées d'ailleurs, hein, ce qui peut apparaître comme ce qui jadis c'était les populations dangereuses. Et là, donc du coup le récit ne fonctionne pas. Si le récit métropolitain ne peut pas trouver son ancrage. Si le récit il essaye de fonctionner parce qu'on est dans du discours qui est un peu performatif au sens d'acte de langage, comme dit Austin, sur l'histoire passée. Hein, donc la splendeur historique de Bordeaux. Dans le texte, il y a même une référence qui dit le destin prestigieux et entre le passé glorieux et entre parenthèses controversé de Bordeaux. Parce qu'il faut bien dire controversé, parce que comme c'est un projet consensuel, il y a toute une partie de la gauche qui considère que Bordeaux a fondé sa richesse sur le trafic triangulaire et le commerce négrier. Donc on met controversé entre parenthèses, mais on n'en dit pas plus. Mais en même temps, c'est toute une évocation de cette splendeur qui est convoquée un peu à la barre du temps présent pour dire voilà comment
on a pu être jadis, et il faudrait peut-être qu'on redevienne sous une forme modernisée, une grande ville attractive, etc. Donc au-delà si je vous entends bien, au-delà du discours politique, de l'éventuelle tentative de rationalisation de cette histoire de métropole, il y a évidemment derrière ça tout je dirais, un récit qui va puiser dans des. Alors, vous avez souvent recours à la psychanalyse, etc. Mais dans un registre où effectivement les choses deviennent infiniment plus articulées avec toute une série d'autres phénomènes. L'objectivation, si je peux me permettre cette expression de la métropole. Un phénomène un petit peu compliqué. Donc, si oui, alors d'autant que ça renvoie aussi à à la mondialisation aussi, hein, parce que on comprend bien que être une grande ville à l'échelle de la France, bon, d'une certaine façon, Bordeaux peut s'estimer, la métropole bordelaise peut s'estimer grande ville, hein. Mais par contre, quand vous convoquez, là encore, comme argument rhétorique, des éléments de comparaison avec l'Europe, le reste de l'Europe, et puis évidemment d'autres continents, tout de suite, ça devient plus compliqué. Voilà, une ville, par exemple Bordeaux, qui a été un port, qui a perdu son port complètement, qui a complètement perdu son activité portuaire, et qui, par le port, a rayonné, sinon sur le monde, au moins sur ce qui constituait l'Empire. Et au moins toute la partie Afrique de l'Ouest, et puis les Antilles, bien sûr. Tout cela a complètement disparu. Donc, comment se situer à nouveau dans la dimension mondiale? D'où les questions identitaires qu'on évoquait tout à l'heure. Peut-être une réaction de François de Coster, peut-être un registre différent, évidemment. Je voulais dire aussi, je voulais dire par rapport à cette question des mots, c'est difficile, je trouve, parce que la communication, en fait, il y a le discours qu'on voudrait dire et puis il y a le discours qui est communiqué, qui est véhiculé, en fait. Je pense, c'est pas parce qu'il y a des élus dans la salle, mais la communication en politique, c'est devenu hyper compliqué, quoi. Il faut dire une chose, et ça a toujours été compliqué, mais je veux dire, aujourd'hui, la communication sur un projet ou sur une idée, on veut faire ça, c'est obligé de s'emballer de plein de trucs, et il y a plein de communicants, je sais pas s'il y en a trop dans la salle, mais qui quand même rendent les choses compliquées, alors qu'on pourrait être un petit peu simple. Et puis, il y a ce mot de récit, je le comprends bien, mais c'est devenu un mot super à la mode. Ça renvoie aussi à cette idée de l'identité, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument baser un projet sur une identité, raconter le passé, le présent, l'avenir? Pourquoi on dit pas, voilà, il y a ça, on veut faire ça, et ça va être super. Enfin, un truc simple, ce mot de récit. Après, ça me fait penser à quand même un livre que j'adore qui s'appelle Les villes invisibles de Italo Calvino. Je sais pas si vous le connaissez ce livre, mais c'est un livre très connu dans lequel c'est Marco Polo qui raconte, c'est un sultan qui il revient de ses voyages et il raconte au sultan les villes qu'il a vues. Et il les raconte, alors là on est peut-être dans le mythe, mais il les raconte d'une manière, on a envie d'y être dans ces villes, hein, mais elles sont incroyables. Et donc on aura envie finalement un petit peu de ça, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans un projet de métropole 2030, il faut parler d'économie, il faut parler. Peut-être que la piste, ce serait cette vision no totale que la métropole permet d'avoir un discours qui serait peut-être pas total. Le problème, c'est qu'on essaye toujours d'avoir un discours total. On veut tout dire, tout maîtriser, tout contrôler avec les chiffres qui vont bien. Il faut qu'il n'y ait pas d'embouteillage, il faut qu'il n'y ait pas de problème, il faut que les poubelles, elles passent bien, il faut qu'on crée de l'emploi. Mais peut-être on pourrait parler de projet nous, on essaye d'en parler de manière beaucoup plus fragmentaire, finalement. Par petits bouts, et à la fin ce serait peut-être plus vivant et plus réel, et du coup moins compliqué peut-être à raconter, à expliquer. Mais je me permets de réagir, je suis complètement d'accord avec vous, et je partage à 150% votre opinion, mais je pense pas que ça soit un phénomène nouveau. Cet emballage communicationnel ou rhétorique, quoi, hein, sur les projets d'urbanisme, hein. Quand on regarde dans l'histoire
il y a eu tout un temps où le pouvoir politique voulait inscrire les villes dans le dessin des villes, comme on parle de dessin intelligent, avoir un dessin intelligent politique des villes en rapport avec le mode d'organisation institutionnelle proposé. On connaît Washington, on a aussi évidemment en tête Brasilia de Niemeyer, mais par exemple avant Washington, il y a une ville Versailles. Bien sûr, Versailles, oui. Il y a une ville en Pologne que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Zamość. Les habitants de Zamość, je ne sais pas si vous connaissez, disent que ils ont été en quelque sorte les précurseurs de Washington, de la ville de Washington. Bon, là, vous avez véritablement l'inscription dans le paysage, on pourrait presque dire, du texte constitutionnel. Enfin, je fais un anachronisme historique de langage pour se faire comprendre. Donc, ça a déjà été le cas. Mais regardez ici concrètement, j'ai eu le temps de me pencher là sur les prolégomènes à partir de 24 jusqu'en 34 pour le quartier gratte-ciel. On est vraiment dans un projet politique. On a dit hier que ça avait été constitué comme une arme de bataille pour éviter l'annexion, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi, j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui était l'ambition municipale, comment entre 1924 et 1934 dans la société française, la SFIO, tout juste remise de la rupture du congrès de Tours, pousse un projet qui est un projet qui se veut en différenciation forte avec la SFIC, futur parti communiste français, et pense à travers un certain nombre d'expériences municipales, pouvoir proposer un projet politique plus grand, quoi. Et donc, on est encore dans l'habillage avec les mots. Je crois qu'il faut pas le nier, ça. Par contre, ce qui me semble évident, c'est qu'aujourd'hui, parce que on est sans doute dans un temps où pour qu'un discours soit considéré comme crédible, il faut qu'il soit apparemment scientifique et logico-rationnel. Je crois qu'on est en train de faire monter cette partie-là, dans la scientificité statisticienne, quoi, pour donner de la raison, comme si une raison politique ne suffisait pas. Alors qu'on a besoin d'imaginaire.